Chez cet oiseau monogame, seul le décès d'un partenaire brise un couple. L'ovulation quasi continue de la femelle fait du pigeon une espèce très prolifique, capable de produire jusqu'à 8 nichés par an. De la fécondation à l'accouplement en passant par la nidification, la ponte et l'élevage des petits, tout sur la reproduction du pigeon. À quel âge un pigeon peut-il se reproduire ? Le pigeon appartient à la famille des columbidés qui regroupe plus de 300 espèces réparties dans le monde. L'oiseau peut former un couple et se reproduire dès l'âge de 5 mois. La femelle présente une ovulation très rapprochée une fois par mois environ et peut ainsi procréer de façon quasi continue. Durant la longue période de reproduction de fin janvier à fin septembre, elle produit en moyenne 3 à 6 portées de 2 œufs chacune. Certains spécimens délivrent jusqu'à 8 nichés annuels. Chez le pigeon, le dimorphisme sexuel est peu marqué. La femelle est légèrement plus petite que le mâle mais pas toujours. Comment se forme un couple de pigeons ? Au cours de la parade nuptiale, le mâle arbore un comportement typique, il gonfle le cou, dresse les plumes iridescentes, bombe le corps, tourne sur lui-même, se déplace en rythme de haut en bas et émet un roucoulement spécifique. Si le couple se plaît, ils se frottent les joues mutuellement pour sceller son union. Juste avant l'accouplement, les pigeons se tiennent par le bec et plient le cou d'un côté puis de l'autre jusqu'à ce que la femelle s'accroupisse pour être rapidement fécondée par le mâle. Chez cette espèce monogame, les liens durent toute la vie. À la mort d'un des deux oiseaux, le survivant cherche un nouveau partenaire mais peut aussi vouloir rester seul. De quelle manière le pigeon construit-il son nid ? Chez le pigeon, il incombe au mâle de sélectionner l'emplacement du futur nid et de faire connaître son choix en roucoulant. Ce cri vise aussi à informer ses congénères qu'il occupe le territoire. En ville, il privilégie les endroits placés en hauteur, hors de portée des chats, des rats et autres rongeurs friands de ses œufs ou de sa progéniture, trous dans un mur, une corniche, un rebord de fenêtre, sous une toiture. À la campagne, le lieu de nidification se trouve sur la branche d'un arbre ou au sol, caché dans de la végétation. C'est également le mâle qui se charge de fournir les matériaux de construction de type brindille dont la femelle se sert pour confectionner un nid plutôt sommaire en 2 à 4 jours. Comment se déroule la couvaison du pigeon ? Une dizaine de jours après l'accouplement, la ponte commence et s'étale dans un intervalle de 40 à 44 heures. Le premier œuf sort en fin d'après-midi et un deuxième apparaît le surlendemain, en milieu de journée. Pendant la période d'incubation, qui dure entre 17 et 19 jours, le couple se relaie pour maintenir une température de 38°-39 degrés C. La nuit, c'est la femelle qui reste sur les œufs tandis que le mâle assure le guet. Celui-ci prend la relève à la mi-journée, permettant ainsi à sa partenaire de se dégourdir les pattes, de manger et de boire. Il a été observé qu'en cas de mort de l'un des deux, la femelle continuait la couvaison et l'élevage tandis que le mâle abandonnait le nid après quelques jours seulement d'incubation. Comment naissent les petits pigeons ? Après 18 jours en moyenne d'incubation, les pigeonneaux viennent au monde en perçant la coquille avec leur bec. Les oisillons, nidicoles, sont totalement dépendants de leurs parents. Incapable de se déplacer ou de se nourrir seul, un petit qui tombe du nid est condamné car aussitôt attaqué par les prédateurs. Les chutes sont généralement causées par un animal conçu, trop étroit, ou par la négligence des adultes. Pesant de 9 à 18 grammes selon les espèces, les pigeonneaux naissent nus et aveugles. Leur peau rose revêt simplement un léger duvet de couleur jaune, leurs yeux sont clos et ils portent un gros bec mou. Comment sont élevés les pigeonneaux ? Les nouveau-nés sont alimentés durant 7 à 10 jours avec un liquide blanchâtre produit par les adultes, le lait de jabot. La fabrication de cette substance fluide, commandée par une hormone, la prolactine, commence au début de la couvaison. Composé de cellules qui se détachent de la muqueuse du goître, le lait de pigeon prend un aspect crémeux et jaunâtre au fil des jours. Cet aliment très nourrissant est riche en protéines et en lipides. Les premiers jours de leur vie, les petits en reçoivent une quantité considérable, 50 à 70% de leur masse, favorisant une croissance fulgurante.
Les qualités particulièrement nutritives du liquide permettent en effet aux pigeonneaux de doubler leur poids de naissance en à peine 48 heures. Au bout d'une dizaine de jours, le volume de lait diminue au profit d'une nourriture solide. Combien de temps le jeune pigeon reste au nid? Au cours de la première semaine, le duvet jaune des pigeonneaux s'épaissit pour laisser peu à peu place aux plumes. À l'âge des 1 mois environ, les jeunes arborent leur plumage quasi définitif et sont prêts à s'envoler. Un juvénile qui tenterait de revenir au nid serait rejeté manu militari par ses parents afin de le forcer à s'émanciper. Cette phase du sevrage se révèle stressante pour les jeunes pigeons qui tendent à perdre du poids. En milieu rural, le columbidé vit de 5 à 10 ans et en ville, de 3 à 7 ans. Choyé par l'homme, un pigeon d'élevage peut atteindre 15 ans d'espérance de vie. Quel plaisir d'entendre le pique-vert tambouriner sur les troncs d'arbres, dans nos jardins et nos forêts. Et c'est toujours un ravissement de l'apercevoir sur la pelouse ou dans les chemins herbeux à la recherche de son péché mignon, les fourmilières. Découvrons qui est ce piscidé trapu, joliment coloré, que l'on prendrait presque pour un oiseau exotique. Pique-vert ou pivert, principale caractéristique. Le pique-vert, Picus viridi, est oiseau sédentaire et diurne, qui appartient à la famille des Picidae. Très courant en Europe, il vit principalement dans les zones tempérées, boréales et méditerranéennes. Il peut être observé dans les lisières boisées de vieux feuillus, jusqu'à 2000 mètres d'altitude, parfois plus, ainsi que dans les vergers, les chemins herbeux, les prairies et les anciens bosquets. Son vol est sinueux. L'oiseau donne quelques coups d'aile puis plaque celle-ci contre son corps et plane longuement avant de se poser. Le pique-vert est un oiseau remarquable, coloré, avec son croupion jaune, son ventre gris verdâtre, sa face supérieure vert jaune et sa tête coiffée de rouge. Il est possible de distinguer le mâle de la femelle à la couleur de leur masque facial. Chez Monsieur Pivert, il est rouge liseré de noir alors que chez Madame, il est totalement noir. Quant à leurs ailes, elles sont gris foncé. Les jeunes arborent des coloris plus pâles que les adultes, et leur plumage est ponctué de petites taches. À l'âge adulte, le mâle peut atteindre une longueur de 33 cm pour un poids de 220 grammes. C'est le plus grand de tous les pics. Cet oiseau est repérable à son cri d'appel très particulier qui évoque le rire. Le pivert peupleute, pleupleute ou bien encore picasse. Il lui arrive parfois de communiquer en tambourinant les branches mortes avec son bec. Mais cette attitude lui permet surtout de trouver de la nourriture dans le bois sec dont il jauge la résonance. C'est un bruit très particulier qui nous permet de deviner sa présence. L'espérance de vie d'un pique-vert est de 7 ans. Alimentation du pique-vert. Il se nourrit d'insectes et principalement de fourmis qui représentent près de 90% de son alimentation. Il est d'ailleurs fréquent d'apercevoir un pivert arpenter les jardins afin d'y trouver des fourmilières. Mais il mange aussi des larves, des vers, des bailles, des graines et durant la saison froide cet oiseau se tourne volontiers vers les abeilles qu'il capture dans les ruches en perçant des trous. C'est grâce à son grand bec, lourd et puissant, et à sa longue langue plate et couverte de salive qu'il peut capturer les insectes dans les cavités des arbres et dans le sol. Reproduction du pivert. Cet oiseau est solitaire hormis durant la période de reproduction. C'est dans les arbres morts de préférence que ce bel oiseau creuse son nid puis aménage une zone réservée à l'incubation des œufs. Le mâle et la femelle en tapissent le fond de copeaux de bois. La construction du nid occupe le couple de pivers pendant une bonne vingtaine de jours. Il arrive qu'il s'installe dans un nid déserté, mais ce type d'opportunité est finalement peu fréquente car les nids abandonnés sont généralement pris d'assaut par les étourneaux sansonnets. La femelle, qui n'a qu'une seule couvée par an, pond jusqu'à 7 œufs bien blancs. L'incubation dure entre 18 et 21 jours. Les œufs sont couvés par la femelle le jour et par le mâle la nuit. Après l'éclosion,
Les petits sont nourris par leur père et leur mère puis prennent leur envol à l'âge de 3 semaines. Mais ils restent encore environ 3 semaines auprès de leurs parents pour ensuite s'émanciper totalement. La plus grosse menace qui pèse sur le pic-vert est la déforestation, mais cet oiseau est aussi très sensible à l'uniformisation des terres agricoles, les cultures étant de plus en plus étendues au détriment des terres herbeuses. Il pâtit aussi de la raréfaction de vieux bois, bois sénescents et de bois morts. Enfin, le recours outrancier aux produits phytosanitaires représente une réelle menace pour le pic-vert du fait de la raréfaction des fourmis que cela pourrait entraîner. L'aigle royal, le plus majestueux des rapaces. L'aigle royal est un rapace prédateur parmi les plus puissants du monde puisqu'il se hisse juste derrière la harpie féroce, Harpia harpija. Il est considéré comme le roi des rapaces. Reconnaissable à sa silhouette particulière, il arbore une envergure impressionnante. Zoom sur cet oiseau étonnant dont l'agilité et la rapidité sont exceptionnelles. Aigle royal, principale caractéristique. L'aigle royal, Aquila chrysaeto, appartient à la famille des accipitridés. C'est un oiseau de proie que l'on nomme également rapace. Il vit en Europe, en Afrique du Nord, en Amérique du Nord et en Asie. En France métropolitaine et en Corse, on peut l'observer dans les régions montagneuses. Il possède des plumes brun sombre sur le corps et plutôt brun doré à brun roux sur le camail, c'est-à-dire cette sorte de collier qui orne son cou et sa tête. Son bec crochu de 6,5 cm de longueur est grisâtre et il est surmonté d'un opercule de couleur jaune que l'on appelle la cire. Ce bec est puissant et sa forme, propre au rapace, lui permet de déchiqueter ses proies qu'il maintient bien fermement grâce à ses serres impressionnantes et à l'avillon de son pouce. C'est d'ailleurs avec cette griffe affûtée de 7 cm de longueur qu'il transperce le corps de ses victimes. Ce majestueux rapace jouit d'une vue perçante, de l'ordre de 8 fois plus développée que celle de l'homme. Il est le grand prédateur des marmottes, des lapins, des belettes ou encore des renards et même des agneaux. L'aigle royal peut en effet enlever tout représentant de la faune alpine pesant jusqu'à 2 fois son propre poids. L'espérance de vie de l'aigle royal est d'environ 25 ans. Dimension de l'aigle royal. Son envergure peut atteindre 2,35 mètres et elle est toujours un peu plus importante chez la femelle. Son poids avoisine les 6,5 kg chez la femelle et 4 kg chez le mâle, un fort dimorphisme sexuel se constate donc au niveau de la taille. Quant à la longueur de sa queue, elle est égale à la largeur de ses ailes. Les plus grands spécimens mesurent plus de 1 mètre de longueur. On note cependant des disparités entre les aigles royaux vivant à l'état sauvage et ceux élevés en captivité. Ces derniers arborent des mensurations supérieures. On a en effet relevé une envergure de plus de 2,80 mètres et un poids de 12 kg chez cet oiseau de proie affêté utilisé en fauconnerie. Vol de l'aigle royal. Observer un aigle royal en plein vol est absolument captivant. Un simple battement d'aile lui suffit à planer à 90 km/h pendant des heures, décrivant d'immenses cercles dans le ciel où il peut atteindre une altitude de plus de 6000 mètres. Il pique subitement s'il aperçoit une proie et dans ces moments particuliers, la descente en piqué s'effectue à la vitesse prodigieuse de 320 km/h. En vol régulier, il se déplace à une vitesse comprise entre 50 et 130 km/h. Aigle royal, reproduction. Cet oiseau de proie monogame s'unit généralement pour la vie à une femelle. Le couple passe près d'1 mois et demi pour bâtir son aire au sommet d'un pic montagneux, mais prend toutefois bien soin que ce nid soit abrité par un surplomb. Pour que l'air soit confortable, mâles et femelles utilisent de la mousse, des écorces, de l'herbe, du lichen afin que leur progéniture puisse naître et grandir dans un cocon chaud et doux. Au cours de sa vie, l'aigle royal peut construire 5 nids et réutiliser l'un ou l'autre, année après année. À chaque fois, l'air est réaménagé si bien qu'on trouve parfois des nids d'aigle de plusieurs mètres de hauteur. Le plus gros nid d'aigle royal recensé dépasse 6 mètres de hauteur et son diamètre avoisine les 2,60 mètres.
En décembre débute la période consacrée aux parades nuptiales qui se déroulent en plein vol, constituant un véritable spectacle. Au printemps, la femelle pond en quelques jours jusqu'à 4 œufs à coquilles blanches tachetées de brun qu'elle couve en moyenne durant 42 jours, soit entre 35 à 45 jours selon les conditions atmosphériques. Pendant cette période d'incubation, le mâle occupe son temps à défendre son territoire et chercher de la nourriture afin de subvenir aux besoins de sa compagne. 2 semaines après l'éclosion des œufs, il ne subsiste généralement qu'un seul aiglon, le plus résistant de la portée, car les petits sont très agressifs les uns envers les autres. Ce phénomène fréquent chez les rapaces diurnes est nommé le caïnisme. Le premier plumage apparaît entre 40 et 80 jours. L'oisillon prend son premier envol à l'âge de 10 semaines, mais ne s'éloigne pas encore du nid familial où il revient pour se nourrir des proies que ses parents ont tuées pour lui. L'aiglon n'acquiert son indépendance qu'à l'âge de 20 à 22 semaines. Mais il doit attendre d'avoir entre 4 et 7 ans pour atteindre sa maturité sexuelle. Depuis 1981, l'aigle royal est totalement protégé sur tout le territoire français. Le décret en vigueur interdit formellement sa capture, sa détention, sa mutilation, sa destruction, et son transport est également interdit, que le rapace soit vivant ou mort. Bien évidemment, la vente et l'achat d'un aigle royal sont prohibés. Quelles sont les différences entre une chouette et un hibou? La chouette et le hibou sont des rapaces bien distincts l'un de l'autre, même s'il existe des similarités entre eux. Ainsi, contrairement à ce que pensent nombre de personnes, la chouette n'est pas la femelle du hibou. Leur espérance de vie varie de 9 à 13 années en fonction des espèces, mais elle est écourtée aujourd'hui pour bon nombre de ces oiseaux nocturnes, victimes de la pollution et du trafic routier. L'homme est donc la première menace de la chouette et du hibou. Découvrons qui sont ces rapaces et de quelle façon ils accompagnent leurs petits jusqu'à leur émancipation. Chouette, qui est-elle? Le nom vernaculaire « chouette » est employé pour désigner environ 200 espèces de rapaces nocturnes appartenant à la famille des Strigidae et environ 20 espèces de la famille des Titonidae comme les faudiles du genre Faudilus et les effraies. Hormis au Groenland, sur quelques îles reculées et en Antarctique, les chouettes peuvent être observées dans tous les pays du monde en fonction des espèces. 2 détails physiques facilement décelables permettent de différencier la chouette du hibou, à savoir l'absence d'aigrette au sommet de la tête. La chouette en est en effet dépourvue contrairement au hibou. La présence chez la chouette d'un disque en forme de cœur ornant une grande partie de sa face. La chouette est un oiseau chasseur qui vit en solitaire. Elle se nourrit de serpents, d'oiseaux, de petits mammifères, de rongeurs et même d'insectes. Quelques espèces de chouettes n'hésitent pas à pêcher pour pouvoir manger des poissons. Elle jouit d'une excellente vision binoculaire et sa tête peut pivoter à 270 degrés. Elle peut ainsi repérer ses proies même lorsque celles-ci sont en mouvement et à grande distance. Elle peut tout aussi facilement repérer les reliefs du sol et elle est capable d'apprécier avec précision les distances qui la séparent d'un point donné. Malgré son acuité visuelle accrue, la chouette est facilement éblouie par les phares de véhicules à tel point que la circulation est devenue un véritable fléau pour ces rapaces. Il existe une autre menace pour les chouettes, l'emploi outrancier des pesticides, raticides et autres produits traitant polluants. À toute époque, la chouette a été, et est encore un animal symbolique, tantôt positif, tantôt négatif. Une famille de chouettes se compose d'une chouette, la femelle, d'un mâle chouette et de petites chouettes. On dit que la chouette ulule ou ulule. Hibou, qui est-il? Dans le langage courant, on désigne par le terme hibou quelques espèces de rapaces qui appartiennent à la famille des Strigidae. En biologie, on utilise le terme hibou, avec un H majuscule. Dans cette famille, il existe plusieurs genres dont chacun compte différentes espèces, dont voici quelques exemples pour chaque genre. Otus, hibou petit-duc. Pseudoscope, hibou de Jamaïque, hibou strié. Asio, hibou du Cap, hibou d'Abyssinie. Nésasio, hibou redoutable. Bubo, grand-duc de Véro,
Hibou grand-duc. Dans la grande majorité des cas, les hiboux sont des oiseaux nocturnes. Ils possèdent des serres puissantes et un bec crochu, de grands yeux et une vue extrêmement perçante. Comme la chouette, le hibou est un oiseau carnivore. Son régime alimentaire est similaire à celui de la chouette. Il est aisé de distinguer le hibou de la chouette au premier coup d'œil car il porte généralement sur sa tête deux touffes de plumes appelées des aigrettes, qui ressemblent étrangement à des oreilles bien dressées. La femelle est appelée la femelle hibou, le mâle tout simplement le hibou et le bébé est le petit hibou. Le hibou ulule, ulule ou bouboule. Sur tous les continents, le hibou est encore aujourd'hui au cœur de nombreuses superstitions. Reproduction des rapaces nocturnes. Dès février, bien avant que débute la saison propice à leur reproduction, les hiboux et les mâles chouettes se livrent à une parade nuptiale afin d'attirer les femelles de leur espèce. Chacun pousse des ululements ayant pour but d'informer les autres mâles qu'il occupe un territoire bien précis. Chaque femelle, hibou ou chouette pond dans son propre nid, afin que ses petits soient plus ou moins à l'abri après l'éclosion des œufs, soit au terme d'une période d'incubation de 25 à 34 jours. Pourtant, contrairement à de nombreux oiseaux qui prennent un soin étonnant à élaborer leur nid ou leur gîte, ces rapaces nocturnes n'y consacrent que très peu d'énergie. Tout au plus le nid d'une chouette ou d'un hibou est-il un simple plan auquel la plupart de ces espèces n'apportent même pas de brindilles, de mousse ou de plumes. Les œufs sont donc déposés dans un environnement extrêmement sommaire. Les parents, chouettes et hiboux se chargent d'apporter la nourriture à leur progéniture jusqu'à ce que les petits aient suffisamment grandi et prennent leur envol. Cette période peut durer jusqu'à 10 semaines selon les espèces. En général, les jeunes chouettes et les jeunes hiboux s'émancipent au cours de la belle saison. Ce qui est préférable puisque c'est durant l'été que leurs proies pullulent comme les petits rongeurs par exemple. Il est donc ainsi plus facile pour eux de manger à leur faim et d'être suffisamment forts à l'arrivée de l'hiver qu'il faut bien pouvoir affronter car chouettes et hiboux ne migrent pas. Quelle différence entre un perroquet et une perruche? Vous vous êtes peut-être déjà dit qu'une perruche ressemble beaucoup à un perroquet. Est-ce que la première ne pourrait être qu'un perroquet miniature? Ce sont tous les deux des animaux qui appartiennent à la même famille, celle des Psittacidés. Nommer les animaux. Classer scientifiquement les espèces vivantes n'a rien d'évident. Ces classements suivent d'ailleurs les évolutions des connaissances. Les analyses ADN ont notamment bouleversé les approches plus anciennes. En ce qui concerne les Psittacidés, groupe qui inclut aussi les aras, les tuis, les inséparables, etc., le nombre d'espèces ainsi que les sous-groupes varient selon les auteurs. Rien n'est encore stabilisé et des évolutions pourraient donc tout à fait intervenir dans les classifications de ces oiseaux dans les années à venir. Il est intéressant de noter que les animaux peuvent avoir des noms vernaculaires différents selon les cultures qui les nomment. Ainsi la perruche royale, Alisterus scapularis est appelée en anglais roi perroquet, king parrot et la perruche moine, Myopsita monachu est appelée en anglais quaker perroquet, quaker parrot. Cet oiseau peut aussi se retrouver sous l'appellation conure qui regroupe des perroquets et des perruches de taille petite à moyenne appartenant à plusieurs genres néotropicaux. Aussi, lorsqu'il s'agit de nommer des animaux, l'usage du nom scientifique est recommandé car il permet d'être plus clair et précis. Le point commun essentiel, le bec crochu. Perruches et perroquets ont tous des becs crochus et sont zygodactyles, c'est-à-dire qu'ils possèdent 2 doigts à l'avant et 2 doigts à l'arrière, en opposition. En réalité, ces 2 caractéristiques sont celles de tous les oiseaux appartenant à l'ordre des Psittaciformes. Cet ordre est actuellement divisé en 2 ou 3 familles, selon les auteurs, les Psittacidés et les Cacatuidés, le groupe des Loriidés étant discuté. Perruches et perroquets partagent donc le fait d'avoir un bec crochu très puissant. La mandibule supérieure est fortement courbée vers le bas et la mandibule inférieure est légèrement courbée vers le haut. Cela leur permet de décortiquer des fruits durs.
Leur régime alimentaire se compose essentiellement de fruits et de végétaux variés, de graines germées, de fruits à coque, de céréales, mais aussi parfois de racines et d'insectes, tout dépend bien sûr de l'environnement de l'oiseau. Ces oiseaux se caractérisent également par l'absence de sécom. Lorsqu'il est présent, comme chez la poule, cet appendice situé au niveau de l'intestin, permet la transformation de la cellulose en sucres assimilables. Enfin, leurs pattes sont courtes et fortes. Par ailleurs, maintenus en captivité, perruches et perroquets peuvent souffrir des mêmes problèmes de santé, problèmes de mue, dermatite, maladies des plumes et du bec, etc. Perruches et perroquets, des distinctions morphologiques ? La tendance montre que les perruches sont plus petites, de forme plus élancée et munies d'une queue plus longue et d'un bec plus petit que les perroquets qui sont plus trapus, avec une queue plus courte. Ces derniers font aussi souvent davantage de bruit, que ce soit des cris ou des paroles. Cette perception est sans doute influencée par le fait que les perruches ondulées que l'on trouve si souvent à l'achat dans les animaleries ont une taille d'environ 18 cm de longueur. Même chose du côté des perroquets que l'on trouve le plus facilement à l'achat, gris du Gabon, Amazone, Cacatoès mesure au minimum 30 cm de longueur. Mais il existe des exceptions et nous allons le abordant les origines géographiques. Perruches et perroquets, des distinctions géographiques ? On a coutume de dire que les perruches viennent généralement d'Océanie ou d'Asie, tandis que les perroquets se trouvent plutôt en Afrique, en Amérique centrale ou du Sud. Mais la réalité n'a rien à voir avec cette simplification. En Australie, vous trouvez des cacatoès, en ville comme en forêt. Ils sont réputés bruyants, la palme revenant au cacatoès à huppe jaune, Cacatua galrita, un des plus grands et des plus répandus cacatoès australiens. On y trouve également de jolies petites perruches très colorées, perruches de Pennant, Platycercus elegans, perruches omnicolores, Platycercus eximus ou encore perruches à collier jaune, Barnardus sonarius qui ne mesure pas moins de 36 cm de longueur et qu'il est possible d'observer en liberté en région parisienne en raison de la fuite passée d'une cargaison. La perruche à collier, Psittacula crameri brouille les pistes puisqu'il s'agit d'une espèce de grande perruche d'origine afro-asiatique. Mais cela semble être la seule perruche liée au continent africain, et lorsque l'on fait des recherches, elle est dite perruche asiatique où l'on trouve essentiellement des perroquets, comme le perroquet gris du Timneh, Psittacus eritacus timneh, mesurant entre 23 et 32 cm, et le perroquet à ventre rouge, Poicephalus rufiventri mesurant 23-24 cm de longueur. En Asie, par contre, on trouve quantité de perruches au plumage très varié. La perruche à tête de prune, Psittacula cyanocéphala est réputée pour son intelligence. Elle est aussi la moins criarde des perruches asiatiques mais elle nécessite beaucoup d'attention. On y trouve également la perruche de Derby, Melopsittacus derbiana fortement déconseillée en appartement à cause de son cri fort désagréable. Le premier psittacidé domestiqué serait la perruche Grand Alexandre, Psittacula eupatria, vivant en Inde, au Népal, au Pakistan, au Bangladesh, au Sri Lanka, en Birmanie, en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, au Vietnam et dans les îles Andaman. Cette perruche porte ce nom car aurait été rapportée en Europe par Alexandre le Grand au retour d'un de ses voyages de conquête dans les Indes. Cette perruche dépasse les distinctions morphologiques car elle peut atteindre les 58 cm de longueur, dépassant les mensurations de nombreux perroquets. Elle possède de surcroît un gros bec orange. En revanche, en Amérique, il semble plus difficile de trouver des perruches, malgré le nom vernaculaire qu'on leur donne. L'oiseau que l'on nomme perruche verte, Psittacara holochlorus, est en réalité un perroquet présent en Amérique du Nord et en Amérique centrale. Sa taille n'excède pas les 32 cm. De même pour la perruche de Patagonie, Cyanolyseux patagonu, qualifiée de petit perroquet par le zoo de Douai-la-Fontaine qui en abrite. Perruche et perroquet, une différence d'intelligence ? Si le perroquet est réputé plus intelligent que la perruche, là encore cela ne correspond à aucune réalité tangible.
Cette idée est davantage le reflet des motivations des propriétaires de ces animaux qui se tournent plus vers les perroquets s'ils veulent apprendre des tours à leurs oiseaux, et vers les perruches s'ils veulent des animaux décoratifs. C'est surtout le temps passé par une espèce auprès de l'homme qui influence sa capacité à communiquer avec lui. Même les perruches ondulées, Melopsittacus indulatus, sont parfaitement capables de parler si on leur consacre le temps nécessaire aux apprentissages. Une étude datant de 2019 aurait même montré que chez ces perruches, les mâles qui révèlent leur intelligence sont plus attirants aux yeux des femelles. Si cette étude est loin de faire l'unanimité, elle a eu le mérite de questionner la possibilité que le choix du partenaire pour la reproduction se fasse sur des critères cognitifs. D'autres études suivront certainement pour mettre à l'épreuve l'idée selon laquelle les préférences sexuelles vont vers des animaux qui affichent leur beauté. Deux perroquets qui sortent du lot au-delà des points communs et des différences, il existe un perroquet qui sort de l'ordinaire. Le perroquet Kea, Nestor notabilis, est considéré comme espèce endémique de Nouvelle-Zélande. C'est le seul perroquet vivant dans les montagnes, on le trouve dans les Alpes néo-zélandaises. Il possède une seconde particularité, peut-être liée à cette première. S'il se nourrit principalement de graines, de fruits, d'insectes, de nectar et de fleurs de lin, en hiver, il se met à consommer les carcasses des moutons mérinos. C'est le seul perroquet carnivore connu. Avec une longueur comprise entre 29 et 31 cm, la pionne de Maximilien, Pionus maximiliani, est le plus grand de la famille Pionus. Vivant au Brésil, en Bolivie, au Paraguay et en Argentine, ce perroquet sort du lot pour de nombreuses raisons. Il s'apprivoise très facilement, mais il a besoin de nombreux jouets pour stimuler sa vive intelligence. Son tempérament est calme et ses cris ne sont pas très forts. Ce perroquet est réputé peu mordeur par nature, il est également réputé non exclusif, ce qui signifie qu'il peut interagir avec plusieurs membres de la famille, à condition de stimuler sa socialisation. Il aime la compagnie mais n'apprécie pas d'être porté. Mais alors qu'il est répandu en Amérique, il est difficile à trouver en Europe. Perruche ou perroquet? Finalement, les perruches et les perroquets sont tellement proches qu'il est bien difficile de leur trouver des différences. Chaque espèce possède des caractéristiques physiques et comportementales qui lui sont propres. Si vous souhaitez acquérir un oiseau et hésitez, il faut donc vous documenter à propos d'espèces précises et chercher celle qui vous convient d'après une liste de critères que vous aurez dressés, aspect, comportement, etc., d'en partir du principe qu'il y a les perruches d'un côté et les perroquets de l'autre. Les perroquets sont malgré tout peut-être un peu plus bruyants que les perruches. Lorsque l'on vit en appartement, c'est un critère important à prendre en compte. Le merle noir, bel oiseau de nos villes et campagnes. Très fréquent dans nos jardins, que ce soit en ville ou en campagne, le merle noir nous enchante de son chant mélodieux. Loin d'être nuisible, ce beau passereau reconnaissable à son plumage sombre et à son bec jaune, tout du moins pour le mâle, est un allié des jardiniers. Car même s'il se délecte des fruits d'été, il débarrasse vergers, jardins d'agrément et jardins potagers de nombreux mollusques et insectes classés parmi les nuisibles. Zoom sur cet oiseau en livrée noire plutôt culotté. Merle noir, principale caractéristique. Le merle noir, Turdumerula, est un passereau qui appartient à la famille des Turdidae, dont il existe plusieurs sous-espèces. En Europe, c'est l'espèce holotype que l'on trouve, c'est-à-dire qui a servi à l'identification de l'espèce. En dehors de l'Europe, on trouve le merle dans d'autres régions du monde, en Afrique du Nord, en Asie. Il a même été introduit en Nouvelle-Zélande et en Australie. Selon la zone géographique dans laquelle il vit, le merle noir peut être migrateur ou bien sédentaire. Chez nous, il est sédentaire puisqu'il ne quitte pas notre pays au cours de l'hiver. Il peut tout au plus se rapprocher d'une zone d'hivernage là pour fuir un climat plus rude le temps de la morte saison. Le merle noir se nourrit d'insectes, d'escargots et de limaces, de chenilles, de vers et de larves en tout genre. Il est très friand de bailles, de fruits d'été comme les cerises.
Pour chercher de la nourriture au sol, il n'hésite pas à écarter sur le côté les feuilles et débris végétaux avec ses griffes. Il est si tenace qu'il peut passer des heures à fouiller. Son mode de déplacement est très particulier puisqu'il sautille sur ses deux pattes en même temps. C'est un autre signe distinctif qui permet de l'identifier facilement. L'espérance de vie d'un merle noir est d'environ 16 ans. Merle, dimorphisme sexuel. Le mâle adulte possède des pattes d'un brun sombre, un plumage noir jet sur l'ensemble du corps, du cou et de la tête. Ses yeux sont bordés d'un anneau oculaire qui peut être jaune orangé ou jaune vif. Quant à son bec, il tranche sur la livrée noire puisqu'il est jaune orangé bien brillant. La vivacité des couleurs de l'anneau oculaire, du bec et du plumage pourrait donner une indication sur la qualité du territoire où vit ce passereau, mais aussi sur ses qualités de reproducteur et plus généralement sur sa condition physique. La femelle ou merlette adulte possède des plumes de couleur brun-roux plus ou moins noirâtres selon les individus sur la totalité du corps, à l'exception de sa gorge qui, elle, est pommelée, et de son poitrail brun clair. Elle possède un cercle oculaire brun très pâle. Quant à son bec, il est moins brillant que celui du mâle, généralement marron et parfois agrémenté d'une petite zone jaunâtre. On peut constater des anomalies en termes de couleur de plumage chez les merles. Bien que cela soit peu courant, c'est tout de même plus fréquent que chez bien d'autres espèces d'oiseaux. On peut trouver des merles blancs, totalement ou partiellement décolorés. Il peut s'agir d'albinisme, mais il existe bien d'autres causes à cette déficience pigmentaire telles que le cisme, schizochromie ou schizochroïsme, canicie. Mais ces anomalies de la pigmentation sont parfois dues à des carences en vitamines par exemple ou tout simplement au vieillissement. Merle noir, reproduction. Dès la fin du mois de février, le merle fait résonner son chant mélodieux dans le but de séduire une merlette, puis mâle et femelle s'accouplent dès le début du printemps. La belle construit seule le nid avec des brindilles, des plumes, des débris végétaux et tout ce qu'elle peut trouver. Elle installe ce nid dans un buisson, dans un arbre bien touffu ou bien au cœur du nez ou d'un haut rosier. La merlette pond entre 3 et 5 œufs à chaque couvée. Elle peut avoir jusqu'à 3 couvées par an. Après une quinzaine de jours de couvaison, l'éclosion a lieu. Chaque merlot est nourri avec soin par son père et sa mère qui se relaient auprès de leurs petits pendant environ 5 semaines. En effet, les merlots commencent à voler à l'âge de 15 jours, mais ils restent encore au nid pendant une vingtaine de jours durant lesquels ils continuent à être nourris par leurs parents. Ensuite seulement, ils quittent définitivement le nid familial. Sur le plan physique, les juvéniles possèdent un plumage plus ou moins foncé, souvent moucheté, plus proche de celui de la mère, et leur anneau oculaire est peu apparent. Les tonalités des plumes sont extrêmement variables d'un merlot à l'autre et c'est entre août et octobre qu'a lieu la première mue au cours de laquelle chaque oisillon perd son plumage juvénile. Les plus sombres sont généralement des mâles. Leur bec ne prend sa couleur jaune définitive que lorsque le passereau atteint l'âge de 1 an et il en est de même pour la couleur bien noire du plumage. Il est donc assez facile de distinguer les merles juvéniles des merles adultes. Merle noir, l'ami des jardins. Certains animaux pâtissent d'une mauvaise réputation qui leur colle à la peau. Dans le cas du merle, on peut dire qu'elle lui colle aux plumes depuis des décennies. De nombreux jardiniers n'aiment pas du tout cet oiseau parce qu'il est très friand de fruits. Ils craignent donc pour leur récolte notamment de raisins, de cerises et de nombreux fruits d'été. On pourrait toutefois se montrer un peu partageur en acceptant que le merle vienne grappiller quelques fruits pour le remercier des services qu'il rend au jardin. En effet, le merle consomme beaucoup d'escargots et de limaces, de chenilles et de nombreux insectes qu'il finit par réguler. En accueillant les merles dans le verger, le potager et le jardin d'agrément, on peut limiter le recours aux produits phytosanitaires de type anti-limaces. Quelques merles suffisent pour assainir son jardin et sauver ses plantations en tout genre contre les assauts des indésirables. Ils nous aident donc à jardiner écolo. Cela vaut bien quelques poignées de cerises chaque année.
Accenteur mouchet, petit oiseau plutôt discret. Bien qu'appartenant à une espèce commune qui gravite autour de nos habitations, l'accenteur mouchet passe souvent inaperçu. L'oiseau est pourtant là, à remuer le sol pour se nourrir, mais il ne se voit ni ne s'entend. Une discrétion que le passereau doit à ses mœurs et son aspect physique. Portrait d'un petit oiseau secret. L'accenteur mouchet, fiche d'identité. L'accenteur mouchet, Prunella modulari, est un petit oiseau appartenant à l'ordre des passeriformes et à la famille des prunellidés comprenant 12 espèces. Dans sa collection encyclopédique Histoire naturelle, générale et particulière, Buffon l'avait surnommé traîne-buisson à cause de ses caractéristiques. Le volatile au plumage brun se rend quasiment invisible quand il cherche sa nourriture sous les feuilles parsemant le pied des arbustes. On confond parfois l'animal avec un moineau, mais il s'en distingue par la finesse de son bec d'insectivore et la couleur orange de ses pattes. De taille modeste, l'accenteur mouchet mesure en moyenne 14 cm de long, 20 cm d'envergure pour un poids compris entre 19 et 24 g. Description de l'accenteur mouchet. De loin, l'accenteur mouchet présente un manteau uniformément sombre, mais vu de près, la palette des coloris s'élargit. Les parties supérieures de l'oiseau affichent une teinte générale brune striée de brun clair et plus foncé sur les ailes et la queue. Un gris cendré recouvre la tête, la poitrine et le dessous des ailes. Les flancs brunâtres, barrés de brun foncé, se parent de flamèche couleur chamois. Le bec est noirâtre, avec la base de la mandibule inférieure rougeâtre. Les yeux sont noisettes, les pattes et les doigts orangés. L'espèce ne manifeste pas de dimorphisme sexuel prononcé, la femelle possède simplement un plumage légèrement plus terne. L'accenteur mouchet, sa distribution. Réparti en 8 sous-espèces, l'accenteur mouchet se reproduit dans les zones tempérées et boréales de l'Asie mineure, de l'Atlantique à l'Oural et de presque toute l'Europe, sauf les extrêmes nord et sud. Les populations européennes évoluant dans l'ouest et le sud sont sédentaires quand les effectifs vivant le plus au nord sont migrateurs et hivernent dans le centre de l'Europe ou la région méditerranéenne, hors littoral. En effet, l'accenteur mouchet tolère la chaleur mais n'apprécie pas les boisements trop secs qui manquent d'insectes à grignoter. Habitat de l'accenteur mouchet. L'accenteur mouchet vit en plaine et en montagne, jusqu'à 2000 mètres d'altitude. S'il fréquente des milieux assez variés, son habitat optimal reste les boisements de conifères. L'oiseau a besoin à la fois de buissons et d'espaces ouverts ou semi-ouverts, c'est pourquoi il se rencontre aussi dans les forêts mixtes et de feuillus pourvus de clairières et de fourrés. L'animal fuit la futaie dense mais raffole des broussailles, des haies, des bocteaux et des sous-bois. En Europe, on peut le voir dans les parcs et les jardins, à condition qu'il y trouve les buissons épais qu'il affectionne tant. Le régime alimentaire de l'accenteur mouchet. Le menu de l'accenteur mouchet varie selon les saisons. L'été, il est surtout insectivore et se nourrit principalement de petits insectes, de leurs larves et d'autres invertébrés, coléoptères, mouches, chenilles, vers, araignées. Le passereau ne capture jamais ses proies en vol mais au sol, en explorant les taillis et en soulevant les feuilles avec son bec fin et robuste. Son alimentation d'hiver se compose presque uniquement de végétaux comme les graines d'herbacées et les baies. L'accenteur mouchet ne se pose pas sur les mangeoires mais reste dessous pour récupérer les miettes que ses congénères, tels les mésanges, ont fait tomber des postes de nourrissage. Comportement de l'accenteur mouchet. L'accenteur mouchet est une espèce d'oiseau commune, comme le moineau, mais il passe souvent inaperçu du fait de ses habitudes discrètes. Non seulement le passereau tend à rester proche du couvert pour chercher sa nourriture mais son plumage couleur terre le fond avec son environnement. Au sol, le volatile se déplace par petits bonds nerveux, les pattes cachées sous le corps, en agitant frénétiquement la queue, de haut en bas. Quand on le dérange, il s'envole furtivement en poussant un cri bref. C'est en période de reproduction qu'on le repère plus facilement car le mâle se tient généralement bien en vue au sommet d'un buisson ou d'un arbuste pour chanter la sérénade à sa partenaire. La reproduction chez l'accenteur mouchet.
Les amours de l'accenteur mouchet se révèlent complexes, les études témoignent en effet de partenaires multiples chez cette espèce polygame. Différentes combinaisons conjugales peuvent ainsi partager le même territoire, un couple conventionnel, un trio, 2 mâles et une femelle ou encore un quatuor, 2 mâles et 2 femelles. Les passereaux nichent à faible hauteur, moins des 1/5 du sol dans un buisson ou un arbuste dense. Leurs nids, tellement bien cachés dans un feuillage sombre et épais, sont quasi indétectables. Confectionnée par la femelle, la coupe se compose de brindilles et d'herbes sèches, tandis que le fond se tapisse de mousse, de crin, de radicelles et parfois de plumes. Accenteur mouchet, la ponte. Pendant 13 à 14 jours, la femelle couve entre 3 et 6 œufs de couleur turquoise. Le fait d'arborer une teinte vive ne représente pas un réel danger tant le nid est bien camouflé dans l'épaisseur des buissons, le coucou constitue la principale menace pesant sur la ponte. À l'éclosion, les 2 adultes nourrissent leur progéniture à l'aide de petits insectes durant 10 à 14 jours. Puis les jeunes quittent leurs parents avant d'être complètement emplumés. La plupart du temps, le couple mettra au monde une deuxième nichée au cours de la saison de reproduction. Statut de conservation de l'accenteur mouchet. Espèce répandue sur son aire de distribution, l'accenteur mouchet n'est pas considéré comme menacé. En France, le petit passereau est cité dans l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. À ce titre, il est interdit de détruire intentionnellement ou de capturer l'accenteur mouchet, ses œufs, ses nids et de dégrader ses sites de reproduction et ses aires de repos. L'oiseau a une espérance moyenne de vie de 9 ans. Quand les hirondelles volent bas, c'est qu'il va pleuvoir, vrai ou faux? Vrai. Les hirondelles volent bas lorsqu'il va pleuvoir. Mais pourquoi? La réponse à cette question touchant au comportement des hirondelles nécessite 2 temps de réponse. Le premier concerne la météorologie et conduit à expliquer ce qui se passe lorsqu'il va pleuvoir. Le second concerne les hirondelles elles-mêmes, ou plutôt le comportement de leur proie lorsqu'il va pleuvoir. La météorologie et les changements de pression. Pour faire des prévisions, la météorologie observe le vent et mesure la pression, la température, l'hygrométrie et leurs variations dans le temps. La pression atmosphérique n'est ni plus ni moins que le poids de l'air sur un point donné. Le nombre de référence est 1015 et son unité est l'hectopascal, HPA, unité du système international, SI qui comporte par ailleurs le mètre, M, le kilogramme, kg, la seconde, S, l'ampère, A, le kelvin, K, la candela, CD et la mole, mol. Lorsque la pression est inférieure à 1015 HPA, on dit qu'il y a une dépression et le temps correspondant est humide. Lorsqu'elle est supérieure à 1015 HPA, on dit qu'il y a un anticyclone et le temps correspondant est beau et sec. La pression atmosphérique varie avec l'altitude. Pour faire des prévisions, il faut donc comparer des pressions mesurées à la même altitude, la référence étant le niveau de la mer. Finalement, plus que les valeurs de pression en elles-mêmes, ce sont les variations de pression qui sont davantage étudiées par les scientifiques. Une pression constante est signe de beau temps. Une hausse rapide de la pression après un temps instable n'indique qu'une amélioration passagère. Une forte pression n'entraîne pas forcément un temps ensoleillé, cela donne uniquement la tendance pour 24 heures. La sensibilité des insectes aux modifications de pression atmosphérique. Les anciens observaient sans doute davantage que nous la nature. Le fait qu'il existe un proverbe populaire disant que les hirondelles volent bas par temps orageux laisse penser que cela correspond à un phénomène réel. Mais lequel? Si un mauvais temps correspond à une pression plus basse, cela signifie que l'air pèse moins lourd. On pourrait donc en déduire que les insectes, nourriture des oiseaux insectivores que sont les hirondelles, devraient voler plus haut. Toutefois, ce n'est pas à la pression atmosphérique que les insectes sont sensibles. Ces derniers font évoluer leur comportement en fonction du degré d'hygrométrie, c'est-à-dire le taux d'humidité de l'air.
Avant que la pluie ne se produise effectivement, l'humidité de l'air augmente et pèse sur les insectes qui volent donc plus bas, plus près du sol. Les oiseaux suivent logiquement leur proie. Les insectes changent d'autres facettes de leur comportement. On observe qu'ils piquent davantage les humains et les animaux. L'été, plus ponctuellement au printemps et en automne, lorsqu'il va pleuvoir ou faire de l'orage, on exprime souvent le fait qu'on ressent que le temps est lourd. Lorsqu'il fait chaud, nous transpirons pour refroidir la température du corps. Mais lorsque le taux d'humidité dans l'air est important, la sueur ne s'évapore plus. Comme le corps ne parvient plus à évacuer la chaleur, nous exprimons la sensation de lourdeur. Comme la sueur attire de nombreux insectes, ceux-ci nous piquent plus. Lorsque l'humidité de l'air augmente, les abeilles rentrent massivement à la ruche. Le coq appelle également les poules à se mettre à l'abri dans le poulailler avant l'orage. D'une manière générale, pour les oiseaux migrateurs, la capacité à identifier certains paramètres de la météorologie relève de la survie puisque l'anticipation de tempêtes peut leur sauver la vie. La sensibilité des êtres humains aux modifications de pression atmosphérique. On estime à 50% la proportion de personnes qui ressentent une modification de leur état physique en fonction des conditions atmosphériques. C'est plus significatif en Europe centrale, car les changements y sont fréquents. S'il n'existe à ce jour aucune étude médicale prouvant qu'un lien entre la météo et le bien-être des personnes existe, il est en revanche prouvé qu'en Allemagne, les périodes de feu rendent de nombreuses personnes plus nerveuses et moins concentrées, ce qui augmente de manière visible le nombre d'accidents. L'arrivée d'un front chaud est liée à une augmentation des états dépressifs, des douleurs fantômes, des migraines ou des troubles du sommeil. Ce n'est pas une maladie à proprement parler mais un déficit de la capacité à gérer les variations de la nature. La France est fréquentée par une multitude d'oiseaux différents. Pour qui les aime, il est sans doute difficile de dire lesquels sont les plus beaux. Nous avons opéré une sélection de 10 espèces, basée sur la couleur. Sur ces 10 oiseaux, 4 sont des passereaux. La nature est une source constante d'émerveillement lorsque l'on sait prendre le temps de l'observer. Nous vous y encourageons. Numéro 1. La gorge bleue à miroir. Passereau mesurant entre 10 et 20 cm de longueur, la gorge bleue à miroir, Lucinia sphaecica mâle porte une belle bavette bleue soulignée par un croissant roux à la base de la gorge. Le reste de l'oiseau est brun et gris. La femelle attire nettement moins l'œil. Sa gorge et sa poitrine ne sont que blanchâtres soulignées de quelques plumes noires. Un œil non averti peut facilement la confondre avec un moineau domestique. En France, la gorge bleue à miroir se trouve dans le nord de la France, à l'ouest et le long de la côte atlantique. Cet oiseau aime les zones buissonneuses, les bosquets et les lisières de forêts humides. Il passe beaucoup de temps à fouiller le sol mais le plus souvent à couvert. On peut la trouver jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Pendant les saisons froides, la gorge bleue à miroir hiverne dans les zones broussailleuses au bord de l'eau et dans les roselières. Sa nourriture se compose essentiellement d'arthropodes de petite taille. Il vit en solitaire, et malgré une vie très active, il passe inaperçu, sauf le mâle pendant la période des amours pendant laquelle il est bruyant. Il se montre capable d'imiter beaucoup d'autres espèces. Numéro 2. Pinson des arbres. Le pinson des arbres, Fringilla célèbre, est un autre petit passereau remarquable. Il mesure une quinzaine de centimètres de longueur. Comme la gorge bleue à miroir, c'est le mâle le plus beau. En été, il a le dos brun noisette, le ventre et la gorge rosâtre, les côtés de la tête rougeâtre, la calotte et la nuque bleu-gris, qui se changent en brun l'hiver. La femelle est plus passe-partout avec ses teintes marron et brun. Il se rencontre dans les forêts même s'il s'est montré capable de s'adapter à d'autres types d'habitats, comme les parcs et les jardins urbains. C'est un des oiseaux les plus communs en France. Il vit volontiers en groupe, sauf pendant la reproduction où il se met en couple et défend farouchement son territoire en chantant. Il cherche sa nourriture au sol. Il construit son nid sur une branche à l'abri des regards. La plupart des pinsons de France sont sédentaires.
Numéro 3. Le chardonneret élégant. Voici un autre passereau dont la taille ne dépasse pas celle du moineau. Cardueli, une fois atteint l'âge adulte, a la face rouge sang et une grande zone jaune citron sur chaque aile. Contrairement aux deux espèces précédentes, le dimorphisme sexuel n'est pas flagrant, la différence entre mâle et femelle va se nicher dans le positionnement du rouge de la face par rapport à l'œil. Le chardonneret élégant est un oiseau assez commun en France, et se trouve dans les milieux boisés ouverts. Pour pouvoir faire son nid, il doit disposer d'arbustes élevés en bas desquels se trouve une strate herbacée dense et riche en graines. De ce point de vue, il apprécie particulièrement les friches et les lieux sans culture. Le chardonneret élégant se montre très acrobate, se nourrissant en vol, ou encore suspendu par les pattes, la tête en bas. Son bec lui permet de décortiquer les graines avec efficacité. Comme tous les granivores, il a besoin d'avoir accès à un point d'eau dans lequel il se baigne aussi souvent. Numéro 4. Le bouvreuil pivoine. Le bouvreuil pivoine est un passereau tout en rondeur, de la taille d'un moineau. C'est le mâle adulte de la sous-espèce Europaea qui est coloré. Son manteau, son dos et ses couvertures alaires sont gris clair. Le bec et la calotte ainsi que les succaudales et la queue sont noirs brillants. Les grandes couvertures et les rémiges sont noirs brillants à reflets bleus. La gorge, la poitrine, les flancs et le haut du ventre sont d'un rouge rosé assez intense. La tête est massive. La femelle adulte est certes semblable au mâle, mais ses couleurs sont moins vives. Il existe en réalité 9 sous-espèces de bouvreuil dont le plumage varie assez nettement. Il n'arbore donc pas toujours de rouge rosé. Mais en France, c'est le cas. Il se trouve dans les forêts claires. C'est un oiseau calme et timide qui meurt très facilement entre nos mains à la moindre manipulation. Le bouvreuil pivoine est un beau sujet pour les photographes, son vol alterne des séquences de battements et de brefs replis d'ailes, pratique commune aux fringiles. Numéro 5. Le jet des chênes. Garrulu glandarius attire l'attention, d'autant plus que ce n'est pas un oiseau farouche et si vous avez un jardin, en dehors des périodes de reproduction, vous pourrez l'apercevoir assez facilement. Toutefois, il ne se laissera pas approcher. C'est l'un des rares oiseaux de la famille des corvidés à porter un plumage aussi coloré. Il n'existe pas de dimorphisme sexuel pour cette espèce. Celui que l'on rencontre en France a la plus grande partie du corps brun-beige nuancé de rose vineux ou de roussâtre. La tête est dans la même teinte mais plus vive. La face est blanchâtre. 2 traits noirs prolongent le bec sous les yeux. Si l'aile est majoritairement noire, lorsqu'elle est fermée, l'œil est capté par une tache bleu vif. Le jet des chênes occupe tous les types de forêts, mais en Europe occidentale, il préfère les feuillus, chênes, charmes et hêtres. Comme tous les corvidés, ces cris sonnent désagréablement dans nos oreilles humaines. Numéro 6. La huppe faciée. La huppe faciée, Upupa epop est un oiseau que l'on ne peut confondre avec aucun autre. Son plumage est majoritairement roux, ses ailes et sa queue noire et blanche. Il possède une grande huppe érectile qui court sur la tête et le long de son bec courbe. Elle est souvent déployée lorsque l'oiseau est posé. En vol, il attire l'attention par des battements qui sont caractéristiques. Ses larges ailes arrondies alternent noir et blanc. Leurs battements rapides ont un aspect saccadé, comme hésitant. La huppe faciée est capable de migrer, volant sur de longues distances la nuit pour éviter les rapaces diurnes. Mâles et femelles sont semblables, les secondes sont simplement un peu plus petites et un peu plus pâles. L'oiseau niche dans des cavités, qu'elles soient arboricoles ou rupestres, à condition qu'elles se situent dans un environnement ouvert à semi-ouvert, avec un sol nu ou faiblement enherbé. De ce fait, il côtoie souvent la chevêche d'Athéna. La huppe faciée est insectivore et se nourrit au sol. Numéro 7. La panure à moustache. La panure à moustache, Panurus biarmicu est aussi belle, qu'il soit mâle ou femelle, bien que chaque sexe porte un plumage différent. C'est globalement un oiseau très roux. Chez le mâle, la tête est gris clair et traits noirs horizontaux se dessinent le long des joues à partir de l'œil.
C'est ce qui lui vaut son nom de panure à moustache alors que de véritables moustaches se dessinent dans le prolongement du bec. La gorge est blanche. Les scapulaires externes blanches et les liserés blancs des rémiges primaires forment 2 bandes blanches sur le côté. La femelle est roux clair et son plumage est moins vif que le mâle. Elle ne porte pas les 2 traits noirs verticaux sur la tête. C'est dans de grandes roselières touffues que vous pourrez observer cet oiseau. La panure à moustache niche également dans les roseaux. À la belle saison, elle se nourrit principalement d'invertébrés. Numéro 8. Le martin pêcheur d'Europe. Le martin pêcheur d'Europe, Alcedo ati, est un petit oiseau de la famille des Alcédinidae, connu pour son plumage bleu et roux, couleur qu'il partage avec la plupart des autres membres de la famille. Mâles et femelles sont très proches. Du manteau au sus-caudal, le bleu qu'il arbore est vif. Il n'est toutefois pas difficile de l'observer, il faut avoir l'œil aiguisé car il file à toute vitesse au ras de l'eau. Et malgré des couleurs vives, elles lui permettent de se fondre dans la végétation environnante. La couleur bleue des parties supérieures se fond dans le ciel clair reflété par la surface de l'eau. Les scapulaires et les couvertures alaires se nuancent de vert ou de bleu plus clair. Le dessous de l'oiseau est roux vif, sauf la gorge qui est blanche à crème. Le dessus de la tête est moucheté de touches claires. Cet oiseau se trouve sur les bords d'espaces aquatiques, que l'eau y soit stagnante ou courante, car ce qui compte, c'est qu'il y trouve de petits poissons pour se nourrir. Vairons, vandoises, rotangles et gardons, truitelles, etc., le critère est la taille, qui ne doit pas dépasser les 12,5 cm. Cela représente environ 60% de ses repas. Il complète avec des amphibiens et des arthropodes aquatiques. Il a également besoin que l'eau soit claire pour repérer efficacement ses proies, ainsi qu'une végétation à même de lui offrir de quoi se tenir à l'affût. Il peut pratiquer un vol stationnaire de repérage mais cela reste occasionnel. Numéro 9. Le guêpier d'Europe. Le guêpier d'Europe, Merope apiastée, est un arc-en-ciel volant. Du brun sur la calotte, du jaune sur la bavette, du bleu vert bleu turquoise sur le ventre, du brun sur le dos, du bleu verdâtre sur les ailes et du vert sombre sur la queue. Il aime les environnements sableux. Il mesure environ 28 cm. Son nom laisse deviner la façon dont ses repas sont majoritairement composés, guêpes mais aussi abeilles, frelons et autres hyménoptères. Il consomme aussi des mouches, des libellules, des papillons, des criquets, des sauterelles, des phalènes, des termites. Il chasse en vol, comme les hirondelles. Il est surtout présent dans le sud de la France. Mais le dérèglement climatique lui permet de développer sa présence vers le nord en été. Numéro 10. Le rollier d'Europe. Le rollier d'Europe, Coracia garulu, est le plus gros oiseau de notre liste puisqu'il fait la taille d'un chouca dont il a d'ailleurs le vol, ponctué de glissées occasionnelles. Sa couleur dominante est le bleu turquoise clair qui fait contraste avec le marron roux de son dos et de son manteau. Mâles et femelles sont semblables. C'est un oiseau migrateur qui quitte la France dès la fin du mois d'août début de septembre. Il file alors vers le sud du Sahara. Ce n'est que fin avril qu'il reparaît chez nous. Pour séduire la femelle, le mâle déploie des talents d'acrobate, vrille, chandelle, volte, piqué et looping s'enchaînent et laisse admiratif. Il se nourrit de gros insectes, terrestres ou aériens, coléoptères et orthoptères comme les criquets, les sauterelles, les grillons, les cigales ou les mantes. Mais il ne dédaigne pas non plus les vers, les lézards, les micromammifères, les grenouilles et même de jeunes oiseaux lorsque les insectes se font rares. Mais cela ne dépasse jamais les 3% du régime alimentaire global. Quetzal resplendissant, bel oiseau coloré. Le quetzal resplendissant doit sa beauté à l'intensité et au contraste saisissant de ses couleurs, au lustre et au scintillement de son plumage. Vénéré par les civilisations précolombiennes, l'animal est assurément l'un des plus beaux oiseaux du monde. Portrait d'une espèce exclusivement latino-américaine. Quetzal resplendissant, 1 mètre de long. Le quetzal resplendissant,
Pharomacrus mocino appartient à la famille des trogonidés. Mesurant moins de 40 cm de haut, il paraît beaucoup plus grand en raison de la taille impressionnante des plumes de sa queue, environ 61 cm. Son poids est compris entre 180 et 210 gr. On recense 2 sous-espèces. Pharomacrus mocino au sud du Mexique, au Guatemala, au Honduras, à l'est du Salvador et au nord-centre du Nicaragua. Pharomacrus mocino costariensis au Costa Rica et sur les hauteurs de l'ouest du Panama. L'oiseau sacré des Mayas et des Aztèques a inspiré le mythe du dieu Quetzalcoatl, le célèbre serpent à plumes. Emblème national du Guatemala, l'animal a donné son nom à la monnaie du pays. Quetzal, plus que resplendissant spectaculaire. Le mâle arbore un splendide plumage bleu-vert irisé sur les parties supérieures, la gorge et le haut de la poitrine, mais ses couleurs changent au gré de la lumière, se parant alors de reflets cuivrés et dorés. Au niveau de la queue, 4 longues et fines couvertures sus-caudales, baptisées filets, affichent le même coloris. Les parties inférieures, le bas de la poitrine, l'abdomen et les couvertures sous-caudales se teintent de rouge. Les rémiges sont noirâtres et les rectrices blanches. 2 petites crêtes de plumes couvrent le sommet de son crâne. Son bec est jaune, ses yeux brun foncé tandis que ses pattes et ses doigts revêtent un ton rose pâle. La femelle Quetzal revêt une coloration similaire mais sans l'éclat métallique brillant du mâle. Elle ne possède pas de grande queue colorée ni de crête et son bec est gris-noir. Quetzal, un plumage pour tromper l'ennemi. Chez le Quetzal resplendissant, les couleurs changeantes proviennent d'une multitude de pigments qui reflètent à la fois la lumière du soleil et repoussent les rayons ultraviolets et le feuillage. Ce phénomène appelé iridescence se rencontre également chez la mygale, certains papillons et coquillages ainsi que sur les bulles de savon, le carburant sur l'eau ou les faces d'un sidé. La faculté à réfléchir la lumière procure au Quetzal resplendissant un camouflage efficace dans la luxuriante végétation. Ses prédateurs ne le voient pas ou sont perturbés par les interférences lumineuses et estiment difficilement sa taille et sa localisation précise. Quetzal resplendissant, un oiseau d'altitude. Comme vu précédemment, les 2 sous-espèces sont présentes exclusivement en Amérique centrale, particulièrement au sud du Mexique et au Costa Rica. Le Quetzal resplendissant n'est pas un migrateur au long cours. Après la période de reproduction, il accomplit uniquement des déplacements altitudinaux selon les ressources de nourriture. L'oiseau fréquente la canopée et la sous-canopée des forêts humides toujours vertes et il se pose généralement dans les arbres à une hauteur de 25 à 40 mètres, voire 60 m. L'espèce aime l'altitude, on l'observe rarement en dessous de 1200 mètres. Au Mexique, dans le nord des Chiapas, il se rencontre entre 900 et 2300 mètres et peut monter à plus de 3000 mètres au nord du Guatemala. Le Quetzal resplendissant friand de l'oracée. Le Quetzal resplendissant est principalement frugivore, se nourrissant des fruits des plantes du genre l'oracée, comme la Persea americana qui donne l'avocat sauvage. L'oiseau joue un rôle important dans la dispersion des graines et donc le renouvellement des lauracées de la forêt tropicale. Parallèlement aux végétaux, le trogonidé peut se montrer opportuniste en complétant son repas avec des protéines animales. Il lui arrive ainsi de consommer quelques invertébrés de type scarabée et leurs larves, mouches, orthoptères, phalènes ainsi que des petits vertébrés comme les lézards, les grenouilles et les escargots. Le régime carnivore est surtout observé pendant le nourrissage des petits qui sont exclusivement insectivores durant les 10 premiers jours de leur vie. Le Quetzal resplendissant, monogame et territorial. Pendant la saison des amours, le mâle parade souvent en groupe de 10 à 20 individus. Plusieurs rivaux peuvent convoiter la même femelle en la poursuivant de branche en branche et en criant. Une fois que le couple est formé, il creuse un nid à coups de bec dans la cavité d'un arbre pourrissant. Dès lors, le mâle territorial et monogame pourchasse tout intrus en approchant. Il signale aussi sa présence en émettant des sifflements toutes les 8 à 10 minutes. À la fin de la nidification, l'oiseau perd ses plumes qui repoussent l'année suivante.
Pendant cette période, le quetzal resplendissant est plus sensible au soleil, aux parasites, et incapable de voler, il devient très vulnérable face à ses prédateurs. Un nid nu pour le petit quetzal resplendissant. Lorsque le couple a creusé une cavité dans un tronc d'arbre ou une souche, il n'ajoute aucun matériau pour tapisser le nid. Le trou mesure une dizaine de centimètres de diamètre et se positionne entre 5 et 25 mètres de hauteur. La femelle dépose généralement 2 œufs bleus clairs que les 2 parents couvant en alternance pendant 17 à 18 jours. Pendant la première semaine, les petits sont nourris à l'aide d'insectes et à l'âge de 15 jours, ils reçoivent en complément des fruits et des petits vertébrés. Les oisillons restent au nid durant 3 semaines et une fois bien couverts de plumes, ils peuvent s'envoler sous l'étroite surveillance des adultes. Il faudra 3 ans au jeune mâle pour se parer de son chatoyant plumage d'adulte. Mortalité élevée chez les jeunes quetzals. Il faut savoir que le quetzal resplendissant affiche un faible taux de reproduction, un quart seulement des œufs éclosent, 80% des petits périssent dans le nid et sur les 20% restants, à nouveau 80% n'atteignent pas l'âge adulte. Ce phénomène incombe en grande partie à la prédation de la part des écureuils, des toucanets verts, des geais bruns, des belettes, des terras, mustélidés et d'autres prédateurs. Le fort taux de mortalité s'explique également par les intempéries, pluie, vent, auxquels le nid est particulièrement exposé dans le bois mort où il se trouve. Quetzal resplendissant, vivre libre ou mourir. L'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, a classé le quetzal resplendissant en catégorie quasi menacée. Le déclin de sa population est dû à la déforestation, raréfaction de sa nourriture, à sa capture pour le commerce illégal et au braconnage pour ses plumes. Cependant, il est relativement commun dans des zones très reculées de son habitat où l'homme n'intervient pas. À noter que les programmes de reproduction sont voués à l'échec car le quetzal resplendissant ne supporte pas la vie en cage. S'il est tenu en captivité, l'oiseau se laisse mourir de faim et de soif. Le quetzal resplendissant est aujourd'hui très protégé dans sa zone de répartition à travers la création de plusieurs parcs nationaux. La longévité du trogonidé est de 12 ans. Foulque macroule, petit échassier noir au bec blanc. Les grands rassemblements de foulques sur les plans d'eau ne passent pas inaperçus. Non seulement les échassiers noirs au bec blanc ne se cachent pas, mais ils se font bruyamment entendre. Rencontre avec un oiseau aquatique très voyant et grégaire. Fiche d'identité de la foulque macroule. La foulque macroule, Fulica atra, également appelée judelle, est une espèce d'oiseau aquatique appartenant à l'ordre des gruiformes et à la famille des rallidés. Il existe 3 autres sous-espèces. Fulica atra lugubri et Fulica atra novae-Guinée en Nouvelle-Guinée. Fulica atra australis en Australie, Tasmanie et Nouvelle-Zélande. La foulque macroule mesure en moyenne 39 cm de long, 70 à 80 cm d'envergure et pèse de 575 à 800 g. Description de la foulque macroule. La foulque macroule ressemble à une poule d'eau dont elle possède l'aspect général mais s'en distingue par un bec et une plaque frontale blanc-rouge chez la gallinule poule d'eau. Ce blanc est nuancé de rose chez l'adulte nuptial. L'oiseau arbore un plumage très sombre, gris anthracite, et une tête bien noire. Son corps compact se pare d'ailes courtes et arrondies ainsi que de pattes à la couleur gris verdâtre. Ses tarses et ses pieds affichent une teinte gris clair avec des bandes jaunes et un brin de rouge orangé vers le talon. Particularité de la foulque macroule. Généralement, les membres de la famille des rallidés se révèlent meilleurs coureurs de marais que plongeurs. Dans le domaine de la plongée, la foulque macroule fait exception en ayant développé des expansions latérales natatoires au niveau de ses doigts. S'apparentant à des plumes, ses longs orteils indépendants pourvus de larges lobes facilitent ses déplacements subaquatiques après un bond pour prendre de l'élan. Cette adaptation à un environnement marécageux lui permet aussi de nager aisément dans les eaux denses et de fuir rapidement face à un danger. Distribution de la foulque macroule. La foulque macroule vit en Europe, en Afrique du Nord,
en Asie centrale et du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les populations du nord du continent européen sont migratrices et viennent hiverner autour du bassin méditerranéen, dans le nord de l'Afrique jusqu'au sud du Sahara et dans tout le sud de l'Asie. En France, une grande partie des oiseaux nicheurs migrent vers le sud du pays, jusqu'à la péninsule ibérique. Laissées vacantes après leur départ, les vastes zones humides sont alors prises d'assaut par les hivernants d'origine nordique. Sur l'Hexagone, les deux plus importants sites d'hivernage de la foulque macroule sont la Camargue et le lac du Bourget, en Savoie. Habitat de la foulque macroule. La foulque macroule colonise toutes sortes de milieux humides, lacs, étangs, fleuves, mares, rivières à cours lents et autres plans d'eau naturels et artificiels, de pleine et de moyenne altitude, jusqu'à 1000 mètres. L'échassier se rencontre aussi dans les eaux saumâtres ou salées de type lagune, baies maritimes, estuaires, ports. D'une manière générale, cette espèce végétarienne recherche des sites faibles en profondeur et riches en végétation immergée et rivulaire. Elle fréquente parfois la terre ferme pour se reposer ou pour pâturer mais ne s'éloigne guère de l'eau. En période de reproduction, la foulque macroule privilégie les étendues aquatiques calmes et bien végétalisées pour accueillir et protéger ses nichés. Alimentation de la foulque macroule. Omnivore, la foulque macroule se montre essentiellement végétarienne à la belle saison. Elle se nourrit alors de plantes immergées ou supérieures. Prélevée depuis la surface ou par plongée, à plus de 2 mètres de profondeur, son alimentation comprend des algues telles que les characées, des potamos, des myriophiles, des renoncules ou encore des polygonacées. En intersaison, l'oiseau adopte un régime mixte en ajoutant à son menu des insectes et leurs larves, des vers, des œufs de poissons et d'autres oiseaux d'eau, des mollusques terrestres ou aquatiques, limaces, moules zébrés. En hiver, il lui arrive de pâturer en groupe dans les prairies humides voisines pour y trouver des herbes et des invertébrés. Comportement de la foulque macroule. Hors période de reproduction, la foulque macroule se montre sociable et grégaire. Il est ainsi très courant d'assister à des rassemblements de centaines, voire de milliers d'individus sur les plans d'eau. La discrétion n'étant pas son point fort, le palmipède ne se cache pas, bien au contraire. Cet oiseau voyant et bruyant est toujours sur le qui-vive, prêt à alerter ses congénères d'un danger par un cri sec très caractéristique. Toutefois, quand arrive la saison des amours, le mâle se révèle très territorial, il fait connaître les limites de son domaine par de multiples invectives vocales et n'hésite pas à agresser tout intrus. Reproduction de la foulque macroule. En Europe, la période de reproduction court de mars-juillet et peut donner lieu à 2 nichées successives. Disposé dans une touffe végétale sur une eau peu profonde ou sur de la végétation flottante, le nid se compose d'un amas de plantes environnantes, tiges, feuilles, roseaux, herbes. La femelle y pond 5 à 10 œufs beige clairs tachés de brun que les 2 parents couvent alternativement pendant un peu plus de 3 semaines. À leur éclosion, les oisillons sont alimentés par les adultes et savent se nourrir seuls au bout d'1 mois. S'ils peuvent prendre leur envol à partir de 2 mois, les juvéniles restent généralement dans le giron familial, allant jusqu'à aider leurs parents à s'occuper de la seconde nichée. Statut de conservation de la foulque macroule. La foulque macroule est relativement commune dans sa vaste aire de répartition. Classée en préoccupation mineure par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, l'échassier n'est pas considéré comme une espèce menacée. L'oiseau doit la stabilité de ses effectifs à ses grandes facultés d'adaptation aux environnements urbains et aux nouveaux habitats façonnés par l'homme. La foulque macroule figure sur la liste des espèces chassables en France. Son espérance de vie est de 15 à 18 ans à l'état sauvage.